Bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 8, nous allons parler embrun, d'ématage et océan. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous avez 63 ans, vous avez été la première femme à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire. On se rencontre au WWF France, l'ONG environnementale que vous présidez. Vous, la navigatrice, vous avez grandi en région parisienne, entourée de vos parents et de 4 sœurs. Exact. Comment la voile est entrée dans votre vie ? Parce que j'étais une petite fille dans les années 60-70 qui avait la chance d'aller en vacances et on allait traditionnellement en Bretagne, au bord de la mer. Et on avait un petit dériveur de l'époque, c'est-à-dire un petit voilier en bois qu'on traînait derrière la voiture, qu'on remisait au garage en région parisienne pendant l'hiver et avec lequel voilà, on naviguait tout simplement en famille l'été. Qu'est-ce qui vous a plu ? Comment vous êtes tombée dedans ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue navigatrice ? Mais pourquoi vous tombez amoureuse, vous savez pas. Moi, quand j'étais petite, on a commencé à me mettre sur un bateau, j'avais 6 ans. J'aimais bien que ça bouge, j'aimais bien avoir un petit peu peur quand ça penchait, j'aimais bien aller dans les îles parce que c'était la liberté, j'aimais bien l'aventure, j'aimais bien voilà, donc c'était non, ça m'a tout de suite séduit. Vous choisissez un métier en rapport avec la mer. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste en halieutique, tout ce qui concerne la pêche, en gros. C'était une vocation. Bon, bien sûr, d'un côté, je me disais, je ferais du bateau, mais je me disais, faire du bateau, c'est pas un métier. Et donc, il faut que j'ai un métier maritime. Il faut que j'ai un métier où je puisse vivre au bord de la mer et travailler au bord de la mer. En gros, il y avait 2 grosses voies, puisque j'avais la chance de pouvoir faire des études supérieures. Soit la fac et des instituts de recherche ou des laboratoires, soit cette voie un peu originale de l'agro et de la lieute qui offrait l'avantage pour moi d'être beaucoup en prise avec le terrain. Donc effectivement, j'ai beaucoup embarqué après sur les bateaux de pêche. Et ça me plaisait bien, quoi. Pendant vos années d'études à l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, vous appréhendez le fait d'être une jeune femme dans un milieu d'hommes. C'est-à-dire que moi, j'arrive d'une famille de femmes. Non seulement j'ai 4 sœurs, mais en plus, on vivait en tribu familiale, puisqu'il y avait mes grands-parents, etc. Et dans cette maison, il y avait 10 femmes et 2 hommes. Mais du coup, je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, moi, on m'a jamais dit qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. Donc, on a toutes fait. Moi, j'ai joué plus au train électrique qu'à la poupée, mais j'ai des sœurs qui ont joué plus à la poupée qu'au train électrique. C'était pas voilà. Mes parents ont certainement eu l'intelligence de respecter beaucoup ce qu'on voulait faire. Donc après, comme j'avais décidé de faire l'agro, évidemment, quand je suis arrivée à l'agro dans les années 70, il y avait encore assez peu de filles. Mais bon, je me suis jamais sentie en état d'infériorité. Après tout, j'avais réussi le concours comme les autres, et je me sentais parfaitement à ma place, quoi. Une fois diplômée, vous menez différentes missions de recherche, puis vous vous orientez finalement vers l'enseignement. Effectivement, vous savez, quand vous débarquez avec votre diplôme sous le bras, vous prenez un peu ce qui vient. Vous ne pouvez pas faire trop la difficile. Donc effectivement, il s'est trouvé que j'ai eu ces missions qui étaient des contrats à durée déterminée, mais d'1 an ou 2 ans, et que c'était très bien pour me mettre le pied à l'étrier. Après, quand j'ai commencé à envisager de faire de la voile en termes de compétition... Parce que c'était toujours en parallèle, vous avez jamais lâché, diminué ? Oui, alors moi je faisais ça les vacances, quoi. Les vacances, les week-ends, mais l'hiver, l'été, quand il neige, quand il pleut, peu importe. Mais ça restait un hobby. Et il y a en fait un peu un moment qui va quand même être un peu un premier tournant. C'est quand je vais décider de me construire moi-même un bateau pour pouvoir partir à l'aventure. Et donc là, c'est vrai que la construction de ce bateau, ça prend du temps. Donc ça m'arrange d'essayer de travailler un peu moins. Et puis, il y a ce poste qui est d'ailleurs aussi en CDD à l'école maritime de La Rochelle. Et je me dis, je faisais des périodes de 8 mois et après, j'étais au chômage.
Je m'occupais d'un groupe de gens en fait que j'amenais à un certain niveau. Voilà, du coup l'enseignement c'était pas forcément une vocation, mais ça m'arrangeait en termes d'emploi du temps parce que ça me laissait du temps libre pour commencer d'abord à faire mon bateau, puis à faire la compétition. Vous aviez des compétences pour construire un bateau ? Ben je m'y suis mis. Tout s'apprend. C'était quel type de bateau ? Donc c'était un bateau de 10 mètres en acier. Aujourd'hui c'est petit, à l'époque, quand on le construit ça paraît grand, mais voilà, un bateau de 10 mètres en acier, un bateau de croisière quoi. Votre première course professionnelle, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est en 1987 ? Oui, alors c'est pas professionnel du tout, puisque je suis absolument pas payée pour faire ça, donc c'est ça quand même un peu le professionnalisme aussi. Mais en fait, il se trouve qu'avec mon petit bateau que j'ai construit, je pars à l'aventure pendant 1 an. Et que vous allez où ? Je fais le tour de l'Atlantique, Canaries, Cap-Vert, Brésil, je passe pas mal de temps au Brésil, je remonte par les Antilles, les Açores. Et voilà, tout se passe très bien. Quand je reviens, je suis pas super motivée pour replonger dans le train-train. Et là, je me dis, tiens, la compétition, la course au large, plus que la régate, j'aimerais bien aller voir un peu ce que c'est, quoi. Je sais pas du tout, ça va me mener à l'époque. Je fais ça, je me dis, la course, ça a l'air d'être un truc marrant, donc je vais essayer, quoi. Mais j'ai pas vraiment... j'ai un rêve de tour du monde, mais ce rêve de tour du monde, à l'époque, il est pas forcément en compétition, quoi. Je me dis, un jour, je ferai le tour du monde, mais voilà, au début, je fais la Mini Transat pour m'amuser, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon skipper ? Il faut une connaissance particulière de la météo, il faut appréhender les soucis techniques du bateau. Il faut plusieurs choses. D'abord, il faut beaucoup d'expérience, donc il faut naviguer sur tout ce qui flotte, avec tous les gens possibles et imaginables. Il faut beaucoup de sens de l'observation et il faut avoir une capacité de décision, être capable de décider qu'est-ce que je vais faire dans la demi-heure, dans l'heure, dans les 2 heures, dans les 2 jours. Après, le reste, c'est de la technique. La météo, c'est de la technique, bien sûr. Il faut être un bon météorologue, mais c'est de la technique, comme la construction des bateaux, comme voilà, tout ça, c'est des techniques. Il faut de la force pour manœuvrer un voilier ? Il en faut un minimum, ou alors il faut un tout petit peu d'organisation et d'intelligence pour faire en sorte que moi, quand je fais travailler mes architectes sur la quille pivotante, je suis le premier grand bateau à décider de faire ça. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire que la quille, elle bouge de droite et de gauche, si vous voulez, et qu'elle rééquilibre le bateau. Forcément, quand vous prenez un contrepoids et que vous l'amenez sur le côté, ça a un effet de rééquilibrage beaucoup plus fort. Avant, on remplissait des caisses à eau, qu'on appelait les ballasts, pour avoir ce même effet de redressement du bateau, parce que plus le bateau est droit, plus il va vite. Et moi j'ai dit, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que quand on met 4 tonnes d'eau dans le bateau, il devient très lourd, très puissant, il faut des grandes voiles, c'est des manœuvres compliquées, fatigantes et tout. Moi je veux un truc plus light, mais je veux aller aussi vite. Donc on réfléchit, puis on se dit, tiens, la quille pivotante c'est une bonne idée, et puis on développe le truc, etc. Donc voilà, bien sûr il faut être bien en forme physiquement, bien sûr je suis allé en salle de gym, et j'ai aussi fait de la course à pied, du vélo, de la natation et soulevé de la fonte pendant un moment. Mais c'est pas déterminant. L'option météo vous fait gagner 1 journée et demie. La bonne manœuvre vous fait gagner 10 minutes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au large, loin de tout et de tout le monde ? C'est génial. Enfin, ça dépend pour qui. Il y a des gens qui sont paniqués, mais je crois qu'on sent d'abord une belle connivence avec la nature, avec la planète, avec ce qu'on est en tant qu'être humain sur cette planète. On ressent aussi une forme d'apaisement au sens où on n'a plus
cette espèce de ourvaillerie permanent où voilà, avec nos téléphones portables, les pubs, les machins, les trucs et les bidules, on est sollicité tout le temps par 50 000 trucs qui n'ont aucune importance et qui vous bouffent la tête, alors que quand on est en mer, on a fait le ménage avec tout ça, quoi. Et puis cette notion d'autonomie, c'est moi qui décide où je vais, comment j'y vais, personne n'est là. Effectivement, l'horizon est vide. C'est plutôt bien parce que j'ai cette autonomie de faire les choses moi-même. C'est l'année 1991 qui vous propulse. Vous avez 34 ans, vous vous consacrez désormais entièrement à la voile et vous vous apprêtez à réaliser un tour du monde en solitaire. C'est une première pour une femme. Parlez-moi de cette course, d'un point de vue sportif, mais aussi ce que ça a changé. Oui, c'est une course qu'il y avait déjà eu 3 éditions, si je dis pas de bêtises. Donc, il s'agit d'une course, comme souvent, inventée par les coureurs eux-mêmes, pour faire le tour du monde en solitaire en 4 étapes. On part des États-Unis, on va en Afrique du Sud, puis en Australie, puis en Amérique du Sud, et on rentre aux États-Unis. C'est une course où les Français ont toujours beaucoup brillé, parce que on a ce côté solitaire, on a une école de navigation, Mini Transat, Figaro, Tour du monde en solitaire, multicoque, monocoque, qui est très, très forte, donc on est bon. Donc à un moment donné, voilà, je me dis, je commence à rêver sur cette histoire de Tour du monde et je suis un peu... j'hésite forcément. Je me dis, mais bon, c'est quand même un gros truc, c'est des gros bateaux, j'ai jamais trop navigué sur des gros bateaux comme ça, et financièrement, et personnellement, et voilà... Donc je tourne un peu autour pendant un moment et puis en fait en gros c'est quelque chose de très simple qui emporte le morceau, c'est que je me dis mais c'est complètement idiot, si j'essaye pas je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir essayé. Donc essayons puis on verra bien où ça mène, mais essayons sérieusement quoi, pas juste en me disant j'ai envie quoi. Voilà, j'apprendrai les trucs qu'il faut apprendre quoi. C'est encore une fois je suis pas plus bête que la moyenne quoi. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, c'est parce que il y a des raisons qui vont faire que. Mais bon, on verra à ce moment-là, quoi. Il s'avère que vous y arrivez pas trop mal. J'y arrive pas trop mal puisque de fait, j'arrive à monter ce projet, même si c'est évidemment il y a plein d'histoires, mais bon, peu importe. C'est évidemment compliqué. Mais je fais le tour du monde, même si je démate et blabla et tout ça. Je le fais pas non plus pour être la première femme, mais je sais bien que je suis la première femme à faire une course autour du monde en solitaire. Donc je sais que c'est un atout. Et je m'en sers. Un atout pour qui ? Pour les sponsors, pour la presse, pour les médias qui me tombent tous dessus. Tout d'un coup, alors qu'est-ce que ça fait pour une femme, quoi. J'en sais rien, je sais pas ce que ça fait pour un homme, donc je peux pas comparer, mais... Et donc, de fait, je suppose qu'il en fallait une et que ça a été moi, quoi, mais parce que j'avais vraiment envie de le faire. 4 ans après, vous êtes à nouveau au départ de cette même course ? Oui, parce que c'est là, en fait, c'est à la fin de ce premier tour du monde que je vais commencer à réfléchir à passer professionnel. Parce que même ce premier tour du monde, je suis pas payée pour le faire. J'arrête de bosser et puis je pars faire ce truc-là. Et après, du coup, comme ça s'est quand même pas si mal passé que ça, et que j'ai envie de continuer, je me mets effectivement en situation de me dire, maintenant, il faut que ce soit mon activité principale. Qu'est-ce qu'ils en disent de ça, vos proches, vos parents, votre famille ? Ils sont à fond. Ils sont à fond, mais ça a été génial. Mais ils ont toujours été à fond. Quand je leur dis la première fois que je vais faire le tour du monde, ma fille va donc faire le tour du monde, quoi. Ouais, puisque tu veux le faire, vas-y. Alors, je dis pas que eux, ils étaient pas sûrement inquiets, et parce que surtout mon père qui naviguait beaucoup, il avait effectivement une petite idée, un peu une représentation, en tout cas, surtout de ce qu'étaient les mers du Sud. Maman sans doute un peu moins. Mais ils m'ont toujours fait confiance. Depuis que je suis toute petite, ils m'ont toujours fait confiance, et ça a été majeur dans ma vie. Donc, ils m'ont fait aussi confiance là-dessus. Et jamais ils m'ont dit, mais ma fille, as-tu bien réfléchi ? Est-ce que c'est pas trop difficile ? Est-ce que c'est pas trop dangereux ? Jamais. Et donc, vous passez professionnel, c'est finalement la suite logique ? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que je mette 150% de mon temps autour du bateau, et pour que ça marche. Puisque j'ai des ambitions de gagner. Donc là, il faut effectivement, j'y consacre absolument tout mon temps. Donc je fais des choix de vie, des choix de pas avoir de famille, des choix de, même si j'ai un compagnon, mais voilà, je fais des choix d'investissement. C'était incompatible ? Bien sûr.
Bien sûr, on peut pas. Quand vous êtes sur des projets de préparation de bateaux de course, vous partez à 7h le matin, vous revenez à 11h le soir, quoi. Quand vous n'êtes pas parti en mer pendant 3 semaines, pendant 2 mois, Donc je me voyais pas enceinte avec un petit bébé. Ça aurait été complètement impossible. J'aurais été une super mauvaise mère. Vous l'avez dit, je fais mon premier tour du monde à 34 ans. Aujourd'hui, c'est l'âge à laquelle les jeunes femmes font des enfants. Ben moi, à cet âge-là, j'ai entamé une carrière de course au large qui allait durer 10-15 ans et que, de toute façon, quand j'en suis sortie, j'étais à l'âge où on fait plus d'enfants. Cette deuxième course de tour du monde, ça se passe pas exactement comme la première. Ben, ça se passe jamais comme on pense, hein, le bateau à voile. Pourtant, vous étiez bien parti. Ouais, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Je gagne la première étape, je leur mets un wagon, je leur mets 6 jours au deuxième. Donc, ça s'est jamais reproduit, je crois, dans l'histoire de la navigation, parce que je fais les bonnes options et tout ça. Et puis après, je démate, et puis après, je fais un gréement de fortune, et puis je m'arrête aux îles Kerguelen, et puis je refais un petit gréement, et puis je repars, et puis je suis prise dans une grosse tempête, et puis le bateau fait un tonneau. Et donc là, il faut que j'appelle à l'aide parce que le bateau, non seulement il est plus du tout navigable. Et donc, je suis repêchée par les Australiens le 1er janvier. Et donc, j'arrive en Australie avec mon passeport et ma carte de crédit dans la poche de ma combinaison de survie. Feuille blanche, on recommence. Bon, c'est évidemment c'est bien sûr des épreuves, c'est bien sûr difficile, mais ça fait partie de la vie. Moi, j'ai choisi des activités complexes et difficiles, donc il ne faut pas que je m'étonne qu'il y ait des moments où ça se passe difficilement. En 1996, vous êtes au départ du Vendée Globe. À nouveau un tour du monde, à nouveau en solitaire, mais cette fois sans escale. Qu'est-ce que ça change ? Ça change pas grand-chose sur le fond. Ça change la façon de gérer le bateau. On est quand même plus conservateur. On attaque moins. Parce qu'il faut que le bateau dure pendant 3 mois. Alors que sinon, on sait qu'on a les escales au bout d'un mois, 1 mois et demi, et que... On voit davantage ça comme un marathon. Oui, c'est ça, voilà. C'est plus... Mais après, bon, moi, j'ai toujours aimé la solitude en mer, donc quelque part, c'est génial. Puis c'est une belle histoire. Dès le début, je me suis dit, je le ferai qu'une fois. Pour moi, il y avait un côté un peu poétique là-dedans. Puis même si j'étais professionnelle, j'ai jamais considéré que je faisais une carrière de course au large. Je faisais ça parce qu'à un moment donné, cette activité, la mer, ça m'a saisi, m'a parlé, m'a fait vibrer. Et donc, je m'étais dit, le Vendée Globe, voilà, je vais faire ça, le tour de la boule, toute seule, poussée par le vent. Et puis après, je ferai autre chose. Il y a une nouveauté dans cette édition du Vendée Globe, cette 3e édition, c'est que pour la première fois, 2 femmes sont au départ, Catherine Chabot et vous-même, Isabelle Autissier. Ça, c'est super. Catherine est une très, très bonne copine. Comme l'est Hélène MacArthur, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les femmes en mer se crêpent pas du tout le chignon. J'ai navigué sur des équipages féminins et ça s'est toujours très très bien passé. Il y a une vraie solidarité entre les femmes dans ces activités très masculines. Comment vous étiez perçue par les autres navigateurs ? Moi, j'ai jamais cherché à leur prouver quoi que ce soit. Donc eux, ils ont jugé sur ce que j'ai fait. Et je vous l'ai dit, la première course que je fais, ça se passe bien. Je gagne la première étape. Donc, vous gagnez une étape de bateau à voile, c'est pas par hasard, quoi. Donc, vous êtes pris pour ce que vous êtes, un marin. Le 3 novembre, c'est le départ. Comment se passe cette course ? Au début, ça se passe super bien, puisque je fais partie du trio de tête. On se tire la bourre avec 2 autres bateaux. Jusqu'au moment où, au large de Cape Town, je casse un des gouvernails du bateau. Et donc, je m'arrête à Cape Town. Parce que pour des raisons de sécurité, il n'est pas question de continuer, en sachant que je suis disqualifiée. Du coup, ça vous élimine d'office. D'office, oui. Mais il reste le contrat moral. Le contrat moral avec mon équipe, avec mes sponsors, avec les gens qui croient en moi, qui suivent ma course, avec moi-même, avec mon bateau. Et le contrat moral, c'est de faire le tour du monde. Et donc, je repars. Et alors là, c'est génial. Je fais plus partie du classement.
Donc, j'ai plus les histoires de médias, le machin, le truc, je m'en fous complètement, ça m'a jamais... Enfin, je l'ai fait parce que ça fait partie de mon métier, mais alors là, je suis quelque part libre comme l'air, et puis j'ai une espèce d'aisance à naviguer, j'avance comme un avion, quoi. Vraiment, je crois que je suis vraiment bonne, quoi, en termes de marin. Va y avoir un moment très dur, au moment où, dans le Pacifique, quand un autre bateau va... plus donner signe de vie, que je vais me détourner pour essayer de le rechercher. Jerry Roof, vous êtes une des premières. Cette tragédie autour de Jerry. Mais bon, finalement, j'arrive au Sable d'Olonne, il y a autant de monde sur le quai, donc j'arrive 24 heures derrière le premier, et en fait, il y a autant de monde que si j'étais dans la course, et que si j'étais classée, et moi, ce qui a été important, c'est justement que je suis allée au bout, que j'ai bien navigué, que j'étais fière de moi, et de ramener mon bateau, et de faire toute cette histoire. Vous l'avez évoqué, vous avez été une des premières à mener des recherches pour tenter de retrouver Jerry Roof, un navigateur qu'on n'a jamais retrouvé. 99, autre course, cette fois c'est vous qui êtes secouru. Eh ben oui, la roue tourne. Donc moi, le bateau au milieu du Pacifique part sur une grosse vague et se retourne, mais reste à l'envers. Donc évidemment, là, je peux plus faire grand-chose. Donc vous êtes à l'eau ? Je suis quand même... Non, je suis pas à l'eau. Bah non, sinon je serais morte. Je suis dans le bateau au moment où ça se passe. D'accord. Et je suis le seul bateau qui avait pensé que ça pouvait arriver. Et on a développé des techniques pour ça, dont maintenant la quasi-totalité sont devenues obligatoires. Et ça va me sauver la vie. Donc, vous voyez, quand je parlais d'anticipation, d'organisation, d'être méthodique, de penser à tout, c'est ça. Vous avez attendu combien de temps ? 24 heures. Donc c'était pas très long, enfin ça va, quoi. Après ça, vous avez quasiment frôlé la mort, on peut le dire. Il y a des choses qui changent dans votre façon de voir la navigation ? C'est pas là que ça a changé. Ça a pas changé avec ces trucs qui sont des formes d'échec, ça a changé avec la réussite. Ça a changé le jour où à la fin de mon premier tour du monde en 91, le jour où j'ai revu la côte de la fin du tour du monde, et que là, je me suis dit, le reste de ma vie, c'est du bonus. Et c'est là que j'ai eu une espèce de solidité absolue. Je peux avoir des échecs, je peux me casser la gueule, je peux faire des choses pas bien, je peux faire des erreurs. Ok, mais je fais aussi des choses bien. Je suis aussi capable d'avoir la réussite. Et la vie, elle est faite des deux. Et je sais faire la part des choses à partir de ce moment-là. Vous avez bénéficié de soutien psychologique avant, pendant, après ? Pas du tout. J'ai fait un peu de sophrologie. Je sais pas si on peut considérer que c'est du soutien parce que je trouvais que c'était bien de pouvoir se décontracter, etc. Non, je sais que maintenant, il y a beaucoup de coureurs qui ont des coachs mentaux, etc. Bon, à mon époque, ça existait, mais c'était pas... Puis moi, je sentais pas du tout le besoin. Vous arrêtez les courses en solitaire ? Oui, ça c'est une décision que je prends avant la dernière course. Où je me dis où j'en suis un peu, voilà, j'ai 45, 47 ans par là. Je me dis bon, j'ai fait 3 tours du monde, comment je vois la suite ? Je me dis allez, un petit dernier quand même. Donc c'est celui de 99-2000. Mais je me dis mais après il faut que j'arrête et que je passe à autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez eu envie de faire après ça ? Plein de choses. D'abord, de naviguer très lentement, en savourant, en prenant mon temps, voilà, en allant dans des petits recoins paumés. Et puis, il y avait l'idée de l'écriture qui traînait dans un coin de ma tête. Et puis, il y avait l'idée de l'engagement environnemental qui traînait aussi dans un coin de ma tête. Après, professionnellement, je savais pas très bien, mais... Bon, je me suis dit, je me trouverais toujours un truc à faire. Puis effectivement, ça s'est vite embringué dans les conférences. On m'a assez vite sollicité, donc ça fait bouillir la marmite. Et puis c'est pas désagréable et on rencontre des gens. Et donc c'est devenu moins mono-spécifique, où j'ai pu me permettre aussi d'être un peu plus à l'écoute de rencontres, de choses qu'on m'a proposées, comme faire de la scène, ou faire des... Voilà, parce que j'ai récupéré mon temps, quoi. Vous naviguez toujours aujourd'hui ? Oui, c'est la seule chose qui n'est pas négociable dans mon emploi du temps. Je navigue entre 2 et 3 mois par an, en une seule fois, parce que je fais des voyages lointains, plutôt polaires. Donc j'ai navigué, le bateau a été 8 ans à Ushuaia,
Donc c'était beaucoup Patagonie, Antarctique, île australe. Et maintenant il est dans le Grand Nord, là en ce moment il est au nord de la Norvège. Et là maintenant, donc c'est plutôt Spitsberg, Groenland, tous ces coins-là. Et je navigue la plupart du temps, avec des non-marins qui mènent un projet. Ça peut être des alpinistes, on fait mer-montagne, ça peut être des photographes, ça peut être des scientifiques, ça peut être... enfin voilà, j'essaye de faire en sorte que ce bateau soit une plateforme aussi d'activité. Vous avez navigué sur toutes les eaux du monde ? Non, il m'en reste encore plein. Mais comme je suis plutôt eau froide que eau chaude, j'ai dit eau chaude après 80 ans. On a parlé d'Isabelle Autissier, navigatrice, écrivaine, autre casquette, présidente du WWF France depuis 2009. Parlez-moi de l'action de cette ONG. C'est une grande ONG, c'est la plus grande ONG internationale qui est présente dans un pays sur deux et qui s'est fixée comme but de, en gros, réconcilier l'homme et la nature, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme puisse continuer à évoluer et exister, donc ne dépasse pas les limites planétaires. Donc cette ONG qui a été créée historiquement pour la défense des grands animaux sauvages a considérablement évolué, puisqu'aujourd'hui, on accompagne sur le terrain des grandes entreprises dans le changement, on accompagne des collectivités locales, on est très présent sur la fabrique de la loi, que ce soit au niveau local, national, international. On a aussi bien aujourd'hui des économistes, des spécialistes de la forêt. Voilà, ça fait des équipes très, très variées. La protection de l'environnement, ça a toujours été quelque chose de présent ou est-ce que c'est né au fil de vos voyages, de vos explorations ? Non, c'est né. Moi, je suis donc une scientifique. Quand j'ai commencé à travailler pour la pêche, je me suis extrêmement vite rendu compte qu'on gérait la pêche de telle façon qu'on allait dans le mur. Et que justement, on allait faire s'écrouler les communautés de pêche. Ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que en tant que scientifique, on n'a pas été entendu. Nous, on expliquait aux gens, avec chiffres à l'appui, qu'on était en état de surpêche et que il fallait que ça cesse rapidement. Et puis, ça n'a pas cessé. Et donc, quand il n'y a plus eu de poissons, il n'y a plus eu de pêcheurs, malheureusement. Après, il y a la pratique de la nature au travers de la navigation, qui est un autre volet des choses, en fait, où on pratique de fait. La réalité, c'est que la nature, quand on veut coévoluer avec elle, il faut d'abord l'observer et la comprendre, et il faut adapter son comportement à la nature et pas le contraire. Et quand on navigue, évidemment, c'est une bonne leçon pour ça. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante. Bref, un épisode qui vous a marqué, Isabelle Autissier. Il y a eu un truc assez rigolo quand vous m'avez demandé ça, j'ai réfléchi un peu. Quand je fais donc mon deuxième tour du monde en solitaire, je gagne à Cape Town avec, donc je vous l'ai dit, une très très grande avance. Cape Town, Afrique du Sud. À l'époque, c'est encore l'apartheid. Et bien sûr, c'est quand même assez marquant. Je vais, parce que je dois rentrer en France faire des médias, donc je vais à l'aéroport avec un taxi et le type me regarde comme ça et me dit c'est vous la fille dont on parle dans les journaux, parce que vous avez la une, c'est vous, il me reconnaît, c'est vous la fille dont on parle. Je dis oui. Il me dit, vous savez, on n'est pas content contre vous ici. Je dis, ah bon, pourquoi ? Parce que maintenant, toutes les femmes, les sud-africaines, là, nos femmes, elles vont nous casser les pieds en disant tu vois ce qu'elle a fait elle, donc tu vois qu'on peut faire plein de choses, donc elles vont revendiquer plein de trucs et nous, on va être malheureux. Et voilà. Il n'était pas content contre moi. Assez rapidement, vous l'avez senti, le fait d'être un peu prise en exemple ou d'inspirer potentiellement d'autres femmes ? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de retours, très touchants d'ailleurs, même si moi, j'ai pas fait ça au départ pour ça, mais de fait, je sais que j'ai eu ce rôle-là auprès des femmes en général, d'ailleurs pas que des jeunes. Tant mieux, parce que peut-être que j'ai été aussi inspirée. Moi, j'ai été inspirée, je pense, autant par des hommes que par des femmes, mais voilà, des personnages
qui étaient des grandes anciennes comme Alexandra David-Néel par exemple, ou des gens comme ça, ou Anita Conti, ont pu aussi me montrer qu'on pouvait très bien être femme et faire ce qu'on avait envie de faire sans souci, quoi. Donc si à un moment donné ça a pu aider des femmes à se sentir plus en capacité de faire les choses, à pas s'auto-censurer, tant mieux. On passe maintenant au quiz. Hémisphère nord, hémisphère sud. Hémisphère sud. Solitaire ou équipage? Maintenant, j'adore faire de l'équipage, mais ma caractéristique, c'est quand même d'être une solitaire. Paris, La Rochelle. La Rochelle. C'est là où vous vivez? Oui. Toujours près de la mer? Ben ouais, c'est pas là que j'arrive pas à y être beaucoup. Là, je vais rentrer chez moi peut-être ce soir. Ça fait 3 semaines que j'y suis pas, mais bon. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Merci. Si cet épisode fait de bateaux et de tours du monde vous a plu, allez écouter Cap VG20 chaque mois jusqu'au départ du Vendée Globe en novembre. Vous y retrouverez l'histoire croisée de 2 participants à la course. Samantha Davies et Romain Attanasio sont les premiers invités. C'est le premier couple à la ville qui participe au Vendée Globe, chacun sur leur bateau évidemment, et ils racontent cette incroyable aventure qui les attend dans Cap VG20. Un podcast ami que je vous recommande. Merci pour votre fidélité à Première Dame. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les histoires de ces femmes pionnières. On se retrouve donc dans un mois avec une nouvelle invitée. En attendant, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.